C'est depuis les montagnes suisses, dans le petit village de Cismaria en Haute-Engadine, que je vous propose de revenir sur le destin de l'une des plus grandes figures de l'histoire de la philosophie, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, qui est né en 1844 en Allemagne, est un philosophe connu pour ses citations célèbres « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, deviens qui tu es ». Mais ce que l'on sait moins, c'est que ces nombreux séjours passés ici, dans ce village de Cismaria, ont façonné véritablement sa philosophie. C'est ce lieu qui a donné naissance à son œuvre magistrale, Ainsi parlait Zarathustra. Nous allons revivre l'histoire de Nietzsche à Cismaria en nous posant quelques questions simples. Comment ce village, qu'il découvre par hasard, arrive-t-il à inspirer une œuvre aussi décisive qu'Ainsi parlait Zarathustra? Et pourquoi Nietzsche qualifie-t-il cette œuvre comme le plus grand cadeau qu'on ait jamais fait à l'humanité jusqu'à présent? Pour commencer, faisons un bref portrait biographique du personnage. Nietzsche est né en Allemagne pendant la seconde moitié du 19e siècle. En 1869, il a 24 ans et il devient professeur de philologie à l'université de Bâle grâce à son travail brillant dans cette discipline, c'est-à-dire l'étude des langues et de la littérature. Pendant ses années d'enseignement, il devient ami avec le célèbre compositeur de musique Richard Wagner. Cette amitié a été vraiment forte pour Nietzsche, à tel point qu'il faisait partie du cercle proche des Wagner, qui était alors un entourage très privilégié. En 1872, Nietzsche publie son premier ouvrage philosophique qui s'appelle « La naissance de la tragédie ». Cette œuvre lui obtient un certain succès, mais le discrédite en tant que philologue, parce qu'en fait, il tente de mêler assez ambitieusement deux disciplines différentes, la philologie et la philosophie, ce qui lui attire des critiques des deux côtés. Et dans cette œuvre, et à cette période, il est encore très profondément influencé par Wagner et il est encore très imprégné par la philosophie de Schopenhauer. En 1878, Nietzsche écrira Humain trop humain, un livre qui officialisera véritablement une rupture avec Wagner et par conséquent avec ses propres amis. Mais dans ce livre, pour les esprits libres, disait Nietzsche, on sent qu'il s'est véritablement émancipé de ses influences passées et que désormais il place l'indépendance d'esprit comme la vertu cardinale du philosophe. Mais cette indépendance d'esprit, elle sera conquise au prix d'un plus grand isolement et d'une plus grande solitude intellectuelle et personnelle. En plus de cela, Nietzsche souffre d'une maladie qui lui cause des maux de tête, des migraines, des douleurs aux yeux et à l'estomac. Tout un tas de choses qui va le contraindre finalement à démissionner de son poste de professeur en 1879. À partir de cette époque, commence une véritable vie d'errance en Europe et il est contraint de survivre grâce à une maigre pension qui lui est attribuée par l'université de Bâle à cette époque. Il est contraint d'expérimenter, de trouver les endroits qui sont les plus favorables pour le corps et pour la pensée. Et il commence donc à expérimenter différents climats en allant séjourner dans diverses villes en Europe comme Gênes, Venise, Bâle, Zurich. Il qualifie en 1880 son existence d'ambulant perpétuel. Il erre dans toute l'Europe à la recherche d'une bonne altitude, d'une bonne température, d'un bon ensoleillement et d'une bonne luminosité qui lui permettrait de ne pas trop souffrir. C'est en 1881 que Nietzsche va découvrir Cismaria, par hasard sur les conseils d'un passager qui était avec lui un jour. Et donc le 23 juin 1881, il écrivait à un ami « Je ne sais rien mieux de fait pour mon tempérament que ce coin en Haute-Engadine ». Mis à part pour l'été 1882, Nietzsche va séjourner à Cismaria, ici, tous les étés entre 1881 et 1888. L'esprit de Nietzsche est véritablement ressenti dans l'air de Cismaria. Il disait que c'était l'air le plus vigoureux d'Europe. Et ici, son corps va fonctionner comme un sismographe. Les moindres variations du climat vont affecter le corps et les pensées de ce philosophe. Les variations météorologiques vont faire surgir chez lui ses idées, ses pensées, ses notions, ses personnages et ses images, et c'est en particulier le cas dans Ainsi parlait Zarathustra. Dans ce contexte, le climat unique de Cismaria va jouer un rôle crucial pour Nietzsche. Même s'il choisit d'y séjourner en été, il va y connaître le froid, la pluie, la neige et toutes ces variations vont influencer sa physiologie.
Mais Cismaria n'est pas simplement un paysage figé, c'est véritablement un tourbillon qui modèle les concepts. Imaginez-vous dans ce village qui se trouve au pied d'une montagne majestueuse, une montagne comme celle que descendit Zarathustra un jour pour enseigner sa grande doctrine de l'éternel retour, une doctrine qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Cette montagne, elle va à la fois jouer avec la lumière en la réfléchissant, en l'arrêtant par exemple. Elle va à la fois agir comme une toile sur laquelle le soleil, le vent, la pluie vont dessiner des tableaux de nuances, d'émotions. Chaque mouvement, chaque changement de lumière est un dialogue entre Nietzsche et la nature qui l'entoure. Nietzsche, dans sa quête insatiable de connaissances, ressent l'appel de ces montagnes. L'altitude à laquelle il se trouve dans ces montagnes va vraiment s'avérer être une condition existentielle pour lui. Et ça va être même un mode de présence philosophique au monde. Il capte les subtilités des variations de température, de lumière, d'humidité et il y répond avec sa pensée agile et créative. C'est à Cismaria, vers ce rocher à Surleï, que vient à Nietzsche l'idée de l'éternel retour. Il s'agit en effet, en août 1881, d'une révélation. Et voici comment lui-même raconte le moment de cette révélation. Je veux raconter maintenant l'histoire de Zarathustra, la conception fondamentale de l'œuvre, l'idée de l'éternel retour. Cette formule suprême de l'affirmation, la plus haute qui se puisse concevoir, date du mois d'août de 1881. Elle est jetée sur une feuille de papier avec cette inscription « À 6000 pieds par-delà l'homme et le temps ». Je parcourais ce jour-là la forêt, le long du lac de Silvaplana. Près d'un formidable bloc de rochers qui se dressait en pyramide, non loin de Surlaï, je fis halte. C'est là que cette idée m'est venue. Ce moment signe vraiment la naissance de la doctrine et de la thèse dans la philosophie de Nietzsche qui est exprimée dans le livre Ainsi parlait Zarathustra. C'est là qu'il va enseigner la doctrine de l'éternel retour. Plongeons-nous dans cette pensée par laquelle Nietzsche engage le combat contre la lassitude, la fatigue de la volonté, contre la fuite devant le réel. Tout ceci en fait s'inscrit dans une quête qui nous invite à nous confronter contre une réalité que nous cherchons souvent à éviter. Imaginez un instant que chaque acte, que chaque moment de votre existence se répète éternellement, avec ses joies et avec ses peines et ses douleurs. Seriez-vous capable de vouloir que tout ceci, que chaque moment de votre vie se répète éternellement? La pensée de l'éternel retour, c'est vraiment la pensée qui est capable d'affirmer que le réel est une danse infinie entre la douleur et la joie, entre la destruction et la création. Cette pensée-là, elle permet d'affirmer qu'il y a une reconnaissance du fait que la souffrance est une partie intégrante de la vie et qu'elle est intimement liée à la création. L'individu qui est capable d'embrasser la pensée de l'éternel retour, il est capable d'affirmer qu'il y a toujours ce jeu dionysiaque-là et qu'il y dit oui à ce processus-là, à ce jeu dionysiaque entre la douleur et la joie. Pour illustrer ce jeu dionysiaque, je vous propose d'écouter cet extrait écrit du coup par Nietzsche dans lequel il dit « La douleur est sanctifiée. Les douleurs de l'enfantement sanctifient la douleur en général. Tout devenir, toute croissance, tout ce qui est gage d'avenir est cause de douleur. Afin que soit l'éternelle joie de créer, afin qu'éternellement le vouloir vivre se perpétue dans une joyeuse acceptation, il faut que soient éternellement les douleurs de la femme en travail. » La métaphore de l'enfantement qu'utilise Nietzsche dans cet extrait permet vraiment de comprendre l'éternel retour dans cette idée qu'il y a une véritable solidarité entre la douleur qui précède une création, entre la douleur et la souffrance qui est inhérente avec un travail avant de pouvoir créer, avant de pouvoir engendrer quelque chose, avant de pouvoir ressentir la joie de créer. Et donc, quand on est dans une joyeuse acceptation de cette idée de l'éternel retour, c'est qu'on accepte finalement qu'il y a toujours une activité de la puissance. La puissance dans le sens où il y a toujours des résistances à surmonter, une douleur à confronter et à dépasser avant de pouvoir créer, avant de pouvoir engendrer. C'est une reconnaissance qui est très forte parce que dans cette pensée, on voit qu'il y a un ébranlement de toute forme de réconfort parce qu'on accepte pleinement qu'il
qu'il y a toujours cette activité incessante de la création, de la solidarité entre la destruction et la création, entre la souffrance et la joie. Donc, la pensée de l'éternel retour, c'est vraiment une pensée qui ébranle toute forme d'illusion à propos d'une pause dans l'activité incessante de la vie, dans l'activité incessante de la puissance, de la création, de ce jeu dionysiaque qui suppose toujours des affrontements, des luttes contre des forces adverses, notamment contre donc des obstacles, des résistances, des souffrances, avant de pouvoir créer, avant de pouvoir engendrer. Imaginez un instant le rejet de toute aspiration au repos, de toute aspiration à la stabilité, qui pour Nietzsche est un symptôme de faiblesse. Le philosophe lui-même nous dévoile ici ses pensées. Il faut en vérité être de la meilleure humeur du monde pour supporter un monde de l'éternel retour. C'est vraiment ça l'idée de l'éternel retour, c'est qu'il faut une force incommensurable et c'est là où il y a une vraie puissance quand on a la capacité de trouver de la joie dans l'éternelle transformation, dans le devenir, dans l'activité de la puissance. Laissez-moi vous illustrer cette pensée en explorant comment l'être humain peut parfois chercher à fuir la réalité à travers des idéaux consolateurs. Dans un extrait, le philosophe écrit « Il semble que l'homme ait besoin d'une région où laisser s'ébattre sa lâcheté, sa paresse, sa faiblesse, sa mièvrerie, sa servilité, où puissent se détendre ses vertus fortes. » À travers cette citation, Nietzsche explique que la quête de réconfort, que la quête de repos peut conduire à un détachement de l'activité réelle, peut conduire à une tentative de se délasser de l'effort nécessaire pour affronter la réalité complexe qui nous entoure. L'acceptation de cette pensée de l'éternel retour, loin d'être une échappatoire, c'est une affirmation audacieuse de la réalité, même dans toute sa cruauté. C'est une volonté de regarder en face la lutte et le tumulte de la vie, de dire oui à tout ce qui est, sans chercher à s'évader. C'est un acte de courage incommensurable, une démonstration de la force qui réside en nous lorsque nous rejetons les artifices pour affronter le réel et en le bénissant exactement comme il est. Finalement, c'est à travers ça que Nietzsche peut qualifier la pensée de l'éternel retour comme la pensée la plus vivifiante, la plus débordante de force et de puissance. L'œuvre d'Ainsi parlait Zarathustra, dans laquelle Nietzsche expose cette doctrine-là de l'éternel retour, est née de la plus haute surabondance de force dans l'expérience de pensée de Nietzsche, qui, après avoir sondé les philosophies, les différentes valeurs, les idéaux, est tout de même capable d'atteindre une si haute forme de légèreté dans son rapport à la complexité du réel qu'il puisse quand même affirmer l'éternel retour de sa propre vie et vouloir que la vie se répète indéfiniment. Et c'est à ce défi-là qui nous invite justement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce court documentaire. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram 50 degrés de Nietzsche et aussi sur mon site pour des articles et pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt.